Personne ne croirait ce qui vient d'arriver à cette famille. Emma, elle, était au bord de la crise de nerfs, mais c'était le bon genre de crise. Le genre qui arrive quand on a 4 filles, toutes sous l'âge de 10 ans, et qu'on réussit l'exploit de les avoir assises, nourries et étonnamment silencieuses en même temps. Elles étaient dans un restaurant, un vrai, le genre où les serveurs portent des gants et où le sol ne colle pas. C'était le Cèdre Bleu à Lyon, et Emma y avait économisé depuis 6 mois. Ce n'était pas leur anniversaire, c'était juste parce que Jade, l'aînée de 9 ans, avait eu une note parfaite en histoire, et qu'Emma avait décidé que ce petit triomphe méritait un vrai dîner, pas des crêpes à la maison. Elle regarda ses trésors. Jade, les yeux grands comme des soucoupes, s'attaquait à une île flottante qui ressemblait à une sculpture. Rose, 7 ans, murmurait des histoires à sa petite sœur, Chloé, 5 ans, qui essayait de faire entrer une cuillère entière de crème anglaise dans sa bouche sans faire de dégâts. Et Lucie, la petite dernière de 3 ans, avait heureusement succombé à la fatigue et dormait, la tête posée sur le manteau d'Emma à côté de la banquette. C'était un moment volé, un de ces moments si parfaits qu'on sait qu'ils ne dureront pas. Emma prit une grande bouffée d'air. C'était le bruit des couverts sur la porcelaine, le murmure des conversations de la haute société lyonnaise qui l'entourait. Et pour la première fois depuis des mois, elle n'avait pas à penser aux factures. Puis, le silence se fit dans le restaurant. Un silence bizarre, épais, qui n'avait rien à voir avec le respect ou l'admiration. C'était le silence d'une catastrophe imminente. Tous les yeux, y compris ceux de Jade qui venait de lever la tête de son dessert, se tournèrent vers l'entrée. C'est là qu'il est apparu, Maël Dubois. Si vous suivez un tant soit peu l'actualité économique française, vous connaissiez Maël Dubois. Il n'avait que 35 ans, mais il avait transformé une petite boîte de développement logiciel en un empire coté au CAC 40. Il était la définition même du succès insolent. Un homme qui, selon les magazines, achetait des châteaux comme d'autres, achète des baguettes et passait ses week-ends à piloter des hélicoptères au-dessus de la Côte d'Azur. Il n'était pas du genre à faire des scènes. Ce n'était pas le problème. Le problème, c'était son visage. Maël était habituellement d'un calme olympien, le genre de personne qui dégage une aura de contrôle total. Là, sa mâchoire était serrée si fort qu'on aurait dit qu'il mâchait du métal. Derrière lui, le maître d'hôtel, un homme d'une 50aine d'années nommé Louis, transpirait à grosses gouttes, même si la salle était climatisée. Louis était réputé pour son professionnalisme rigoureux. Le voir ainsi trembler légèrement indiquait que quelque chose de grave s'était produit. Maël, lui, n'adressait la parole à personne. Il ne faisait qu'observer la salle. Il cherchait quelque chose. Il cherchait une table. C'était son anniversaire, le 35e. Et Maël Dubois avait une tradition, dîner seul dans le même restaurant à la même table depuis 10 ans. Une table spécifique, dans le coin, face à la fenêtre, loin du bruit. Il avait réservé cette table 6 mois à l'avance. Louis s'approcha de lui, chuchotant une tentative d'explication que Maël coupa net d'un geste de la main. « Louis, vous savez très bien ce que je veux. Trouvez une solution. Immédiatement. » Maël n'avait pas crié. Sa voix était basse, dangereusement calme. Mais chaque mot était une lame. Le problème était simple dans sa complexité absurde. Le restaurant était plein, absolument plein. Et pire encore, la table de Maël, la fameuse table d'angle, avait été attribuée à tort à un couple de touristes américains très bruyants qui célébraient leur lune de miel et refusaient catégoriquement de bouger. Louis avait tout essayé. Il avait offert le champagne, le dessert, même un chèque. Rien n'y faisait. Les Américains étaient installés pour la nuit. Maël restait là, debout, son costume parfaitement taillé, contrastant avec l'agitation interne. Il était un homme qui gérait des millions, mais qui était bloqué par une simple question de logistique de chaises et de nappes. L'ironie était presque palpable. Il était censé passer une soirée tranquille, loin des projecteurs. Il avait même renvoyé son chauffeur. Il avait juste besoin de ce moment de solitude rituelle. Et maintenant, il était là, exposé, à la vue de tous les clients qui chuchotèrent derrière leurs serviettes. Ses yeux balayèrent la salle une nouvelle fois. Il ignorait les petites tables pour deux, les cabines privées. Il cherchait l'impossible. Une grande table, libérable. Son regard s'arrêta net. Il s'arrêta sur la grande table ronde, près du fond, celle qui pouvait accueillir 6 ou 8 personnes. Celle où Emma était assise entourée de ses 4 filles. Emma sentit la chaleur monter à ses joues. Elle n'était pas habituée à être le centre d'attention, surtout pas l'attention glaciale d'un milliardaire frustré. Elle essaya de se faire la plus petite possible, espérant que Maël regarde au-delà d'elle, vers les cuisines peut-être. Mais il ne regarda pas au-delà.
Ils fixaient leur table, plus précisément, l'espace vide à côté de Lucie endormie. Louis, voyant où Maël regardait, paniqua encore plus. Il se pencha pour murmurer « Monsieur Dubois, je vous en prie, c'est une famille, 4 enfants. Ils sont en plein dessert. Nous ne pouvons pas. » Maël ne répondit pas. Il fit juste un pas en avant, coupant court à la tentative de négociation de Louis. Il s'approcha de la table, mais pas trop près. Il se tenait à une distance respectueuse, mais suffisante pour que le bruit des couverts s'arrête de nouveau. Jade, la plus observatrice, jeta un coup d'œil à sa mère. « Maman, c'est le monsieur de la télé? Il est fâché? »« Chut, mon cœur. Mange ton île flottante, » répondit Emma, sa voix plus ferme qu'elle ne le sentait. Emma savait qu'elle était dans une position impossible. Si elle restait, elle ferait attendre l'homme le plus puissant de la ville, transformant son petit moment de bonheur en un champ de bataille gênant. Si elle partait, elle gâchait la fête de Jade et se rendait ridicule. Elle regarda Maël. Ses traits étaient tirés. Il n'avait pas l'air d'un homme d'affaires impitoyable. Il avait l'air seul et incroyablement fatigué de ne pas obtenir ce qu'il voulait, non pas par caprice mais par une erreur stupide. C'était son anniversaire. Elle l'avait lu dans la presse. C'est étrange, la façon dont les choses se passent. Emma, qui luttait chaque jour pour joindre les deux bouts, qui comptait chaque centime, se retrouvait à observer la misère d'un homme qui pouvait acheter le restaurant entier. Mais la misère, elle savait la reconnaître. Et la frustration devant l'imprévu aussi. Elle avait le choix de l'ignorer, de dire mentalement que la richesse de cet homme le rendait indigne de sa pitié. Mais Emma n'était pas comme ça. Elle inspira profondément. Ses filles avaient fini leur dessert. Elles étaient repues, heureuses. La mission était accomplie. Emma posa sa serviette. Elle attrapa son sac, glissa quelques billets sur la table pour le pourboire de leur serveur, Hugo, un étudiant qu'elle appréciait. Elle se leva doucement, faisant attention à ne pas réveiller Lucie. Louis, le maître d'hôtel, la regarda horrifié. Il pensa qu'elle allait se plaindre de l'attitude de Maël. Maël, lui, haussa un sourcil. Il s'attendait probablement à une confrontation ou à ce qu'elle l'ignore totalement. Emma sourit, un sourire fatigué, mais sincère. Elle fit un signe de la main à Louis pour lui indiquer que tout allait bien, qu'il ne s'inquiète pas. Puis, elle s'adressa directement à Maël. « Monsieur Dubois, joyeux anniversaire. » Maël cligna des yeux. Il n'avait pas anticipé cela. Personne ne lui souhaitait son anniversaire, surtout pas une inconnue avec 4 enfants. « Merci, » murmura-t-il, visiblement décontenancé. « Ne vous inquiétez pas, » dit Emma, sa voix portant juste assez pour être entendue par les tables proches. « Nous avions terminé. La table est à vous. » Elle fit un signe à Jade, Rose et Chloé de se lever et de prendre leurs affaires. Louis se précipita. « Madame, attendez, votre addition... »« C'est réglé, Louis. Gardez le change, » dit Emma. Elle se pencha pour prendre Lucie dans ses bras. La petite s'agrippa à son cou, encore endormie. Maël restait immobile. Il avait l'habitude que les gens lui cèdent, mais jamais avec cette dignité tranquille. Il avait l'habitude que les gens demandent quelque chose en retour, un autographe, une photo, une faveur financière. Emma ne demandait rien. Elle partait, simplement. Elle lui offrait la solution à son problème embarrassant, sans même exiger un regard de reconnaissance. Alors qu'elle passait devant lui, Maël trouva enfin sa voix, une voix rouillée par le manque d'habitude à exprimer autre chose que des ordres ou des analyses de marché. « Attendez, madame, je vous dois quelque chose, pour le désagrément. » Emma s'arrêta à quelques pas de la porte. Elle se retourna, tenant Lucie fermement. « Le désagrément? Mais il n'y en a eu aucun, monsieur Dubois. Mes filles ont eu leur dessert. C'est tout ce qui comptait. » Elle fit un petit geste de la tête comme si elle lui laissait un cadeau insignifiant. « Profitez de votre soirée et faites un vœu qui ne s'achète pas, si vous en avez un. » Puis elle quitta le restaurant, suivie par le petit cortège de ses filles, laissant derrière elle Maël Dubois, le milliardaire qui pouvait tout avoir, figé au milieu de la salle, tenant la table qu'il avait tant désirée, mais qui lui était revenue d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Louis arriva en courant vers lui. « Monsieur Dubois, elle est partie. Quelle gentillesse. Je n'en reviens pas. » Maël ne répondit pas. Il regardait la porte vitrée par laquelle la mère et ses 4 enfants venaient de disparaître dans la nuit lyonnaise. Il regarda la table. Il y avait encore quelques miettes de l'île flottante de Jade. Il y avait une petite poupée en tissu que Chloé avait oubliée. Maël, en général, ne prêtait attention à aucun détail qui n'était pas directement lié à ses affaires. Mais là, il ressentait un vide étrange.
une obligation non remplie. Il s'assit à la table, l'endroit exact où Emma avait été assise une minute plus tôt. La table était grande, trop grande pour un seul homme. Elle sentait encore légèrement le parfum de vanille et la poudre de bébé. « Louis !» appela Maël, sa voix redevenue nette. « Oui, monsieur. » Cette femme, qui était-elle? Louis ouvrit les mains, embarrassé. « Je ne sais pas, monsieur. Elle est une cliente occasionnelle. Elle s'appelle Emma. C'est tout ce que je sais. Elle est venue avec ses 4 petites, 4 enfants, une seule mère, et elle venait de lui donner le cadeau le plus précieux, la paix. » Maël prit son téléphone. Il n'allait pas laisser cela en l'état. Il était habitué à équilibrer les comptes. Une faveur de cette taille, même si elle était involontaire, ne pouvait rester sans réponse. Surtout pas quand elle venait d'une femme qui était visiblement loin d'être milliardaire. Il y avait un déséquilibre trop grand. Il composa le numéro de son assistant personnel, Adam. « Adam, c'est Maël. Annule tout ce qui est prévu ce soir. J'ai une nouvelle mission pour toi. »« Bien sûr, monsieur. Une acquisition urgente? »« Non, une recherche. J'ai besoin du nom complet, de l'adresse et de la situation financière d'une femme. Une cliente du Cèdre Bleu, appelée Emma, qui est partie à l'instant. Elle a 4 filles. » Il marqua une pause. « Et Adam, fais ça discrètement. Je veux l'information sur mon bureau d'ici demain matin. » Maël raccrocha le téléphone à la main. Il était seul à sa grande table, comme il l'avait souhaité. Mais l'isolement n'avait plus le même goût. Il regarda la petite poupée en tissu. Il réalisa alors que ce soir-là, Maël Dubois n'avait pas seulement reçu une table. Il avait reçu une leçon sur la valeur réelle des choses, et il n'avait aucune idée de l'onde de choc que cette simple courtoisie allait provoquer dans la vie d'Emma. Pendant ce temps dehors, Emma marchait rapidement, essayant de garder le rythme avec Jade et Rose. Le froid de la nuit lyonnaise contrastait avec la chaleur du restaurant. « Maman, pourquoi le monsieur était fâché ?» demanda Rose. « Il n'était pas fâché, Rose. Il était juste très fatigué, et il n'avait pas de place pour son dîner. Mais nous, on avait une place, remarqua Jade, d'une logique implacable. Oui, nous avions une place. Mais parfois, il faut savoir la partager, même si on ne reçoit rien en retour. C'est comme ça. » Emma essayait de ne pas penser à quel point ses pieds lui faisaient mal, ni à la somme qu'elle avait dépensée pour ce dîner, même si elle n'avait pas pu le terminer. Elle se concentra sur le poids de Lucie dans ses bras et le son des rires de ses autres filles. Elles arrivèrent à l'arrêt de bus. Le bus de nuit était en retard, comme d'habitude. Emma soupira. Elle était épuisée. Elle venait de dépenser l'équivalent de 2 semaines de courses pour un dessert et une sortie écourtée, mais elle ne regrettait rien. Elle avait le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à quelques rues de là, un homme qui ne faisait jamais de recherche personnelle venait de mettre toutes les ressources de son empire pour la retrouver. Maël n'avait pas touché à son repas. Il n'arrivait pas à se concentrer. Il ne voyait plus les murs du restaurant. Il ne voyait que la dignité avec laquelle cette femme s'était retirée. Il sentait qu'il y avait une histoire derrière cette Emma. Une histoire qui ne pouvait pas se terminer avec un simple « merci ». Il prit une décision qui allait changer le cours de sa vie et celle d'Emma de manière irréversible. Il ne voulait pas juste la rembourser. Il voulait comprendre. Et Maël Dubois, quand il voulait comprendre quelque chose, il le faisait avec une intensité qui pouvait déplacer des montagnes. Il regarda Louis qui attendait patiemment. « Louis, vous avez un stylo ?» Maël déchira un morceau de sa serviette en lin. Il écrivit 2 lignes. « Voici mon numéro personnel. Si cette dame revient, vous lui donnez ça. Et dites-lui que j'aimerais avoir une conversation avec elle. » Louis prit le morceau de lin, les mains tremblantes. Il savait que ce petit bout de papier valait plus que le restaurant lui-même, mais il savait aussi, en observant le regard de Maël, que l'homme d'affaires ne cherchait pas à faire une transaction. Il cherchait quelque chose de beaucoup plus rare et de beaucoup plus compliqué. Il cherchait un lien. Maël ne s'était pas attardé. Il avait pris son repas, le même qu'il commandait chaque année, un filet de bœuf saignant sans fioriture, accompagné d'un verre de Bordeaux. Mais il n'y avait trouvé aucun plaisir. La nourriture était excellente, le service irréprochable, mais le vide laissé par la présence et le départ digne d'Emma le hantait. Il avait l'impression d'avoir mangé dans une église après un enterrement. Il avait laissé Louis, le maître d'hôtel, récupérer la poupée de chiffon oubliée par Chloé. Une petite chose sans valeur, mais qui, posée sur la table immense, ressemblait à une encre jetée dans son monde stérile. À minuit passé, Maël était déjà dans le bureau de son penthouse à Lyon, dominant la ville. Il n'avait pas besoin de dormir. Il avait besoin de comprendre. Adam, son assistant personnel, n'était pas seulement un organisateur de rendez-vous.
C'était une machine à information. Un ancien consultant en intelligence économique capable de transformer des données brutes en une biographie lisible en moins de temps qu'il ne fallait à Maël pour signer un chèque. À 7h30 le lendemain matin, Adam était là, malgré l'heure indécente pour un homme qui avait passé sa nuit à fouiller les registres publics et les bases de données. Il avait l'air frais, comme toujours, son costume anthracite sans une seule ride. « Monsieur Dubois, dit Adam, posant un mince dossier sur le bureau en verre. L'information est succincte. » Maël ne leva pas les yeux de son écran. « Donnez-moi l'essentiel, Adam. Pas de jargon. La femme s'appelle Emma Durand, 38 ans. Elle vit dans le 8e arrondissement, secteur Mermoz. Un petit appartement HLM type F5. 4 enfants, toutes des filles. Jade, 9 ans, Rose, 7 ans, Chloé, 5 ans, et Lucie, 3 ans. Maël arrêta de taper. 4 filles. C'était une logistique de guerre, pas une vie. Le père demanda Maël, sa voix neutre. Adam ouvrit une page du dossier. Historique complexe. Mariage il y a 10 ans, divorce prononcé il y a 3 ans. Le père, un certain Paul Leroy, est chauffeur-livreur. Il paie la pension alimentaire mais de manière irrégulière. Il est actuellement en déplacement, souvent à l'étranger. Emma est de facto mère célibataire avec un soutien financier erratique. Maël hocha lentement la tête. Cela expliquait la fatigue sous le sourire. Et la situation professionnelle? Elle a 2 emplois, monsieur. Le principal est aide-soignante à mi-temps dans une maison de retraite près de Vénissieux. Le second est caissière dans une supérette du quartier, les week-ends et certains soirs. Maël prit le dossier et le feuilleta. Il n'avait pas l'habitude de lire des documents aussi humains. Il y avait des lignes budgétaires, des relevés de comptes montrant un solde oscillant constamment dangereusement près de zéro. Il y avait même une note sur une vieille Renault Twingo qui avait besoin de réparations coûteuses et qu'elle n'arrivait pas à payer. Le contraste avec sa propre vie était si violent qu'il en était presque indécent. Lui qui s'était énervé pour une simple table réservée 6 mois à l'avance, et elle, qui jonglait avec 2 emplois et 4 vies, et qui lui avait offert sa table sans rien demander. « Elle n'a pas de compte offshore, de dette cachée ou de connexion suspecte ?» demanda Maël par réflexe. Il cherchait toujours la faille, la motivation cachée. Adam sourit, un sourire mince et professionnel. « Non, monsieur. Emma Durand est exactement ce qu'elle semble être. Une femme qui travaille dur et qui est épuisée. Sa seule extravagance récente semble avoir été ce dîner au cèdre bleu pour fêter les bonnes notes de l'aîné. Elle a dépensé 187 € pour information. » Maël ferma le dossier. 187 €. Pour lui, c'était le prix d'une bouteille d'eau pétillante dans certains de ses clubs londoniens. Pour elle, c'était un sacrifice. Et elle avait écourté ce sacrifice pour lui. « Adam, je vous l'ai dit hier soir. Je ne peux pas laisser cela en l'état. Je comprends, monsieur. Nous pourrions procéder à un virement anonyme pour couvrir ses dépenses et lui offrir un bonus substantiel. Disons 5 000 €. Cela réglerait le problème de la voiture. » Maël secoua la tête. « Non, un chèque anonyme, c'est une aumône. C'est impersonnel. Et vu sa fierté, elle pourrait le mal prendre. Je l'ai vue. Elle a une dignité qu'on n'achète pas. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la circulation matinale de Lyon. « Elle m'a rendu un service d'une valeur inestimable. Elle m'a donné la paix quand j'en avais le plus besoin. Cela ne se paie pas en euros. Cela se paie en justice. Que suggérez-vous » Maël se retourna, un regard d'une intensité rare dans ses yeux. Il commençait à formuler un plan, et quand Maël faisait un plan, c'était une stratégie de guerre. Premièrement, la poupée. Elle a oublié la poupée de sa petite. C'est mon point d'entrée. Je peux envoyer un coursier spécial pour la livrer immédiatement, monsieur. Non, c'est trop direct. Je veux que Louis le fasse. Appelez Louis au cèdre bleu. Dites-lui que je souhaite qu'il se déplace personnellement pour lui remettre la poupée et le morceau de lin avec mon numéro. Il doit lui dire que c'est une affaire de la plus haute importance. Et assurez-vous qu'il insiste sur le fait que la poupée est restée en sécurité sur la table que j'ai occupée. Vous cherchez à établir un contact, mais en passant par une tierce personne pour ne pas l'intimider? Exactement. Je ne veux pas qu'elle se sente obligée. Je veux qu'elle soit curieuse. Et je veux qu'elle sache que son geste n'a pas été oublié. Le reste du plan, Maël le garda pour lui. Il ne s'agissait pas seulement d'aider Emma, mais de bousculer son propre monde. Pendant ce temps, dans le 8e arrondissement, Emma était en mode survie. Le réveil avait sonné à 6 heures, mais elle avait été debout bien avant, réveillée par le poids de l'angoisse. Son appartement était petit, mais immaculé.
Les murs étaient décorés de dessins d'enfants et de photos de famille. Le silence matinal était inexistant. Lucie pleurait parce qu'elle voulait ses chaussures magiques, des baskets usées. Chloé était en panique. « Où est Ninon? Maman, où est Ninon ?» Ninon était la petite poupée de chiffon, faite main par la grand-mère d'Emma. Elle avait une importance sentimentale immense. Emma, préparant le café et les tartines en même temps, essayait de rester calme. « Chloé, mon amour, tu l'as peut-être laissée dans le bus ?»« Non, elle est restée sur la chaise, maman, à côté de Lucie qui dormait. Le cèdre bleu, l'endroit qu'Emma avait économisé pendant 6 mois, le lieu de son triomphe éphémère, et maintenant, le lieu d'une catastrophe miniature. » Elle se sentit coupable. Elle avait été tellement préoccupée par la présence de Maël Dubois et la dignité de son départ qu'elle n'avait pas vérifié les affaires de Chloé. « Écoute-moi, Chloé, » dit Emma, s'agenouillant pour être à la hauteur de sa fille. « On ne peut pas y retourner ce matin. J'ai le travail. Et toi, tu as l'école. Mais Ninon va avoir froid. » Emma serra sa fille dans ses bras. Elle savait que la poupée était probablement déjà à la poubelle ou dans les objets trouvés. Elle ne pouvait pas se permettre de prendre un jour de congé pour une poupée. Chaque heure comptait. Elle réussit à faire partir les filles à l'école à l'heure, confiant Lucie à la crèche voisine. Elle se rendit ensuite à la maison de retraite, les mains tremblantes de fatigue et de stress. Toute la matinée, elle poussa des fauteuils roulants, changea des draps et sourit à des personnes âgées qui lui rappelaient sa propre mère. Elle était douée pour ça. Elle excellait à s'occuper des autres. C'était elle-même qu'elle avait du mal à gérer. À midi, pendant sa pause, elle sortit son porte-monnaie. Elle avait payé le dîner, mais elle devait maintenant payer la facture d'électricité qui était en retard. Elle ne pouvait pas faire les deux. Elle avait espéré que le pourboire laissé à Hugo serait suffisant pour compenser le départ précipité. Elle repensa à Maël Dubois, le milliardaire. Elle se demanda s'il avait apprécié sa solitude forcée. Elle se sentait idiote d'avoir agi par impulsion, par un sens de l'honneur absurde. Que lui importait la soirée d'un homme qui pouvait louer un yacht pour dîner seul au milieu de la Méditerranée? Elle se dit qu'elle avait agi comme une provinciale naïve, impressionnée par la richesse. Elle remonta ses manches et retourna au travail. Elle devait oublier le cèdre bleu, Maël Dubois et la poupée Ninon. Ce n'est que vers 15 heures que le cours des événements a changé. Emma était rentrée chez elle pour un court moment, avant de prendre son second travail à la supérette. Elle avait juste le temps de préparer les repas pour les filles et de faire une machine. Elle entendit frapper à la porte. Un coup sec, distingué. Elle ouvrit, s'attendant à voir une voisine ou un démarcheur. Elle resta figée. Devant elle se tenait Louis, le maître d'hôtel du Cèdre Bleu. Louis, dans son costume gris impeccable, se tenait dans le couloir exigu de l'immeuble HLM. Il avait l'air d'un cygne égaré dans une mare au canard. « Madame Durand ?» demanda Louis, visiblement mal à l'aise d'être là. « Louis? Qu'est-ce que... Vous faites quoi ici ? Je suis désolé de vous déranger chez vous, madame, mais j'ai un paquet et un message de la part de monsieur Dubois. » Louis tenait dans ses mains, avec une solennité presque religieuse, la petite poupée Ninon fraîchement brossée. Chloé. Si elle avait été là, elle aurait hurlé de joie. « La poupée? Mais comment avez-vous trouvé mon adresse ?» Louis ne répondit pas directement. Il était trop professionnel pour révéler la puissance de frappe d'un Maël Dubois. Monsieur Dubois a insisté pour que je vous la remette personnellement. Il a dit que cette petite dame était restée en sécurité sur sa table toute la nuit. Emma prit Ninon. Le contact du tissu familier la submergea d'une émotion inattendue. C'était stupide, mais ce petit geste, cette restitution, comptait plus qu'un chèque. Je vous remercie, Louis. Et remerciez monsieur Dubois. Louis toussa, se redressant. Madame, il y a autre chose. Il sortit de sa poche intérieure un petit sachet en organza. À l'intérieur, soigneusement plié, se trouvait le morceau de serviette de lin avec l'écriture de Maël. Ceci est le numéro personnel de monsieur Dubois. Il souhaite vivement vous parler. Il a dit que c'était une affaire de la plus haute importance. Emma prit le sachet, se sentant étrangement légère et lourde à la fois. Un milliardaire voulait lui parler. Pourquoi faire? Pour la remercier officiellement? Pour lui offrir un bon d'achat au restaurant? Louis, je ne sais pas quoi dire. Dites-lui oui, madame. C'est la première fois que je vois monsieur Dubois aussi préoccupé par une personne qui n'est pas un PDG ou un actionnaire. Il ne cherche pas une transaction. Il cherche une conversation. Louis fit une petite révérence aussi élégante que possible dans le couloir mal éclairé. Bonne journée, madame Durand. Et encore merci pour votre incroyable gentillesse d'hier soir. Puis, Louis disparut,
laissant Emma seule avec la poupée et le morceau de lin qui contenait le numéro de téléphone le plus puissant de France. Emma referma la porte. Elle resta dos au bois, serrant Ninon et le sachet. Elle était au travail dans 1 heure. Elle n'avait pas le temps pour les jeux de milliardaires. Elle regarda le numéro. Elle hésita. Si elle appelait, elle ouvrait une porte qui donnait sur un monde dont elle ne comprenait ni les règles ni les enjeux. Elle posa le sachet sur le comptoir de la cuisine, à côté d'une pile de factures à payer. L'électricité, le gaz, l'école des filles. Elle se prépara en vitesse, mangeant une tranche de jambon debout. Elle décida qu'elle ne l'appellerait pas. Elle avait fait ce qu'il fallait. Elle avait eu sa récompense, la joie de Chloé. Le reste, c'était de la distraction. Elle prit son sac et s'apprêta à partir. Mais au moment de passer la porte, son regard fut attiré par la pile de courrier. Une lettre, avec le logo de la banque, était plus épaisse que les autres. Elle l'ouvrit machinalement. C'était un avis de rejet de prêt. Le prêt qu'elle avait demandé pour payer la réparation urgente de sa vieille Twingo. Sans cette voiture, elle ne pouvait plus se rendre à la maison de retraite ni à la supérette efficacement. Ses 2 emplois dépendaient de ce véhicule. Le cœur d'Emma se serra. La panique, la vraie, celle qui vous coupe le souffle, revint. Elle était au bord du gouffre logistique. Elle regarda le morceau de lin, le numéro personnel de Maël Dubois, l'homme qui pouvait acheter des flottes de Twingo sans y penser. Ce n'était plus une question de fierté, c'était une question de survie. Elle se donna 5 secondes. 5 secondes pour faire ce qu'elle n'aurait jamais cru faire. Elle prit son téléphone portable, ses doigts tremblant légèrement. Elle composa le numéro. À l'autre bout du fil, dans un bureau qui dominait la ville, Maël attendait, sachant que Louis avait fait sa livraison. Il avait mis son téléphone sur haut-parleur, ne voulant pas rater l'appel. Le téléphone sonna, un numéro inconnu. Maël décrocha immédiatement. Sa voix calme, professionnelle. « Oui ?» Emma inspira profondément. Elle entendit le silence riche à l'autre bout. « Monsieur Dubois ?» C'est Emma Durand. L'appel dura moins de 3 minutes, mais il changea tout. Maël, contrairement à ce qu'Emma craignait, n'était pas arrogant. Il était direct, précis. « Madame Durand, merci d'appeler. Je voulais vous remercier officiellement pour votre geste de courtoisie. C'était inattendu et très apprécié. C'était normal, monsieur. Je vous appelle parce que Louis m'a rendu la poupée de ma fille. Je voulais juste vous remercier pour ça. C'est moi qui vous remercie, madame. Et si vous avez 5 minutes, j'aimerais vous parler d'une autre chose. Un échange de services, si vous voulez. » Emma fronça les sourcils. « Un échange. Je ne comprends pas, monsieur Dubois. Je ne peux rien vous offrir. Au contraire, si. Vous m'avez offert quelque chose que je ne peux pas acheter. La simplicité. Et j'aimerais vous rendre l'appareil, mais d'une manière qui ne soit pas un simple chèque. » Maël parla ensuite de la Twingo. Il ne demanda pas comment il savait. Il savait tout. C'était Maël Dubois. « J'ai remarqué dans les archives publiques que votre véhicule est immobilisé. J'ai un mécanicien qui travaille pour moi à plein temps pour ma collection de voitures. Je peux lui demander de s'occuper de votre Twingo et de la rendre opérationnelle. C'est un petit service. » Emma était abasourdie. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Mais elle se méfiait. « Et qu'est-ce que vous attendez en retour, monsieur Dubois ?» Il y eut un léger rire de l'autre côté, un son rauque et peu habituel. « Je m'y attendais, madame Durand. Vous êtes une femme pragmatique. Ce que je veux en retour est un dîner. » Emma crut mal entendre. « Un dîner ? Oui. Je suis seule, je travaille trop. Et vous m'avez donné l'impression que vous aviez une perspective sur la vie que j'ai perdue depuis longtemps. J'aimerais que vous me racontiez comment vous faites pour jongler avec tout ça. Pas en tant que femme d'affaires, ni en tant que cliente, mais en tant que historienne de la vie réelle. » Il marqua une pause. « Si vous acceptez de dîner avec moi à un endroit discret que vous choisirez, je m'occupe de la voiture. Si vous refusez, je ferai réparer la voiture de toute façon, mais j'aimerais vraiment que vous disiez oui. Considérez cela comme une demande de conseil. » Emma se mordit la lèvre. Il ne jouait pas. Il était étrangement honnête, et il lui offrait la réparation de la Twingo sans condition. « Et les filles ?» demanda-t-elle. « Je m'occuperai de la garde, si vous le souhaitez. Mon assistant Adam est très compétent pour ce genre de logistique. » Emma regarda la pile de factures. Elle avait besoin de la voiture, et elle était curieuse, malgré elle. Que pouvait bien vouloir un homme si puissant de la part d'une aide-soignante fatiguée? « Très bien, monsieur Dubois, j'accepte. Mais je choisis l'endroit, et il n'y aura pas de champagne. »« Entendu, madame Durand. Je vous enverrai mon chauffeur pour la Twingo dans l'heure. Adam vous appellera pour les détails du dîner. Et... merci. » Maël raccrocha.
Emma resta immobile, le téléphone à l'oreille. Elle venait d'accepter un rendez-vous avec le milliardaire le plus célibataire et le plus secret de France. Et tout ça à cause d'une poupée et d'une table ronde. Elle n'eut pas le temps de réfléchir davantage. 5 minutes plus tard, son téléphone sonna. C'était Adam. « Madame Durand, bonjour, c'est un plaisir. Je suis l'assistant de Monsieur Dubois. Concernant la Twingo, j'ai déjà localisé le modèle. Un chauffeur est en route. Il vous laissera un véhicule de remplacement pour la durée des réparations. » « Un véhicule de remplacement ? » « Oui, madame. Une petite citadine, rien de tape à l'œil, juste fiable. Et pour le dîner, Monsieur Dubois est disponible jeudi soir. » Emma prit une grande inspiration. Elle venait de poser un pied dans un autre monde, et elle sentait déjà le sol trembler. Elle ne savait pas que Maël n'avait pas seulement fait réparer une voiture. Il avait demandé à son mécanicien de la restaurer entièrement, de lui offrir une seconde vie. Maël, de son côté, était satisfait. Il avait géré le problème Emma Durand avec la même précision qu'il gérait l'acquisition d'une entreprise. Il avait éliminé la dette, assuré la logistique et créé un canal de communication direct. Il se tourna vers Adam qui attendait les instructions pour le dîner. « Adam, je veux que vous fassiez quelque chose d'inhabituel. Cherchez le meilleur traiteur de Lyon. Je veux que le dîner se déroule chez Madame Durand. » Adam, pour la première fois de sa carrière, sembla décontenancé. « Chez elle, monsieur? Dans le 8e arrondissement? Oui, elle sera plus à l'aise chez elle, et je veux comprendre son environnement. Je ne veux pas d'un restaurant clinquant. Je veux de la vérité. Et Adam, trouvez-moi une nounou de confiance avec des références en béton. Elle doit être là avant que j'arrive, et elle devra être payée 3 fois le taux habituel. Discrétion absolue. » Maël avait mis en place un piège élégant. Emma pensait qu'elle avait le contrôle en choisissant le lieu, mais Maël avait anticipé son besoin de confort et de sécurité. Il ne voulait pas l'impressionner par sa richesse, il voulait être invité dans son monde. Et Maël Dubois, le reclus, le milliardaire qui fuyait les médias, s'apprêtait à dîner dans un appartement HLM du 8e arrondissement de Lyon. Le décalage était si grand qu'il promettait d'être soit hilarant, soit une catastrophe totale. Mais Maël n'avait qu'une seule certitude. Ce dîner serait beaucoup plus intéressant que n'importe quelle réunion de conseil d'administration. Il était sur le point de découvrir ce qui se passait quand 2 mondes qui n'auraient jamais dû se croiser entraient en collision frontale, tout ça à cause d'une table mal gérée et de la gentillesse involontaire d'une mère célibataire. Le lendemain matin, le chaos logistique se manifesta sous la forme d'une petite voiture noire garée juste à côté des bennes à ordures de la résidence. Emma n'avait jamais vu une voiture de remplacement aussi propre. C'était une Peugeot 308 récente, qui luisait sous le soleil d'automne. Elle était si discrète qu'elle jurait presque avec l'environnement. Le chauffeur, un homme silencieux et efficace, avait pris la Twingo mourante sans un mot, lui donnant juste une clé et un papier d'assurance. Emma se sentait comme une actrice dans une publicité trop luxueuse pour être honnête. Elle avait la voiture, la survie était assurée, mais le prix à payer était ce dîner. Jeudi soir arriva avec une rapidité brutale. Emma avait passé les 2 jours précédents dans un état de stress permanent. Non pas à cause du travail, mais à cause de la perspective de recevoir Maël Dubois. Elle avait passé 3 heures à nettoyer l'appartement, à cacher les jouets sous les lits, à s'assurer qu'aucune chaussette sale ne traînait. Le F5 était petit, mais il était leur royaume. Comment ce royaume allait-il résister à l'intrusion d'un homme habitué au palais? Adam, l'assistant de Maël, avait géré les détails avec une précision militaire. Il avait d'abord envoyé une femme, une nounou recommandée par le directeur d'une école privée lyonnaise, nommée Charlotte. Charlotte était calme, souriante, et semblait habituée à gérer des escadrons d'enfants. Elle arriva à 17h30 avec une mallette pleine de jeux éducatifs et de livres. « Bonsoir, Madame Durand. Je suis là pour les petites. Elles dînent à quelle heure ?» Emma la regarda avec gratitude. La seule chose qui la préoccupait vraiment, c'était la sérénité de ses filles. Normalement à 19h, mais Chloé est un peu anxieuse. Elle a peur de ne pas revoir Ninon. « Ne vous inquiétez pas, répondit Charlotte avec un sourire. J'ai l'habitude des poupées voyageuses. À 18h, le 2e choc arriva. Ce n'était pas Maël, mais le traiteur. Adam avait choisi l'un des chefs les plus en vue de la ville, spécialisé dans la cuisine moderne française. Le chef lui-même ne s'était pas déplacé, mais il avait envoyé une équipe de 2 personnes, vêtues de vestes blanches impeccables, qui s'étaient installées dans la cuisine d'Emma comme si elle préparait un banquet pour 100 personnes. « Bonsoir, madame. On nous a dit que l'ambiance devait être décontractée. Nous allons installer le service dans le salon. »
Emma se tenait au milieu de son petit salon, les bras croisés. Elle avait l'impression que son appartement était en train d'être envahi par une force d'élite culinaire. Mais je pensais qu'on allait juste commander des pizzas ou quelque chose de simple, murmura Emma. L'un des cuisiniers, un jeune homme barbu, sourit poliment. Monsieur Dubois a insisté pour que ce soit un dîner qui ne nécessite aucune intervention de votre part. Il veut que vous soyez entièrement disponible pour la conversation. Maël ne faisait rien à moitié. Il avait transformé un simple dîner en une opération spéciale, juste pour s'assurer qu'Emma n'ait pas à s'occuper de la vaisselle. C'était un niveau de prévenance tellement au-delà de ce qu'elle connaissait qu'il en était presque insultant. Elle se retira dans la salle de bain pour s'habiller. Elle n'avait pas de robe de soirée. Elle n'avait qu'un jean bien coupé et un chemisier noir qu'elle gardait pour les grandes occasions, généralement les réunions parents-professeurs. Elle se regarda dans le miroir. Elle avait l'air fatiguée, mais déterminée. Elle n'allait pas se laisser intimider. Elle allait parler à Maël Dubois comme à n'importe quel autre être humain. Mais Maël Dubois n'était pas n'importe quel être humain. À 19h30, l'interphone sonna. Charlotte, la nounou, avait déjà installé les filles dans le salon pour un film et des histoires, créant un mur sonore efficace entre les deux mondes. Emma respira profondément et ouvrit la porte. Maël était là. Il n'était pas en costume 3 pièces. Il portait un pantalon de toile sombre et une chemise en lin clair, chère mais sans cravate. Il avait l'air plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, plus imposant, mais aussi, d'une certaine manière, plus vulnérable sous la lumière crue du couloir. Il tenait un petit bouquet de fleurs, simples, des frisias, pas des roses rouges ostentatoires. « Bonsoir, Madame Durand », dit Maël, sa voix portant juste assez pour couvrir le bruit du dessin animé qui s'échappait du salon. « Merci de me recevoir. »« Bonsoir, Monsieur Dubois. Entrez. Et s'il vous plaît, appelez-moi Emma. » Elle prit les fleurs, sentant la gêne monter. Elle n'avait pas reçu de fleurs depuis la naissance de Lucie. Maël entra. Il s'arrêta net, absorbant l'environnement. Le salon était petit. Le canapé était usé, mais il y avait un sens de l'ordre et du confort qui contrastait avec l'ambiance stérile de son propre penthouse. Ses yeux s'arrêtèrent sur le mur, couvert de dessins au crayon et de peintures à l'eau. « Votre appartement est chaleureux, dit-il. C'est un compliment honnête, pas une formule de politesse. C'est petit, mais on y est bien, répondit Emma, essayant de ne pas paraître trop sur la défensive. Les deux traiteurs apparurent discrètement. « Monsieur Dubois, le premier plat est prêt. »« Parfait, installez-nous, » dit Maël. Ils s'assirent à la table de la cuisine qui avait été transformée pour l'occasion. La nappe en papier ciré d'Emma avait disparu, remplacée par un lin blanc impeccable. La vaisselle était fine, les couverts lourds. C'était un dîner gastronomique dans une cuisine d'HLM. Le décalage était si absurde qu'Emma eut envie de rire. Maël, lui, semblait parfaitement à l'aise, ce qui était sa marque de fabrique. Il s'adaptait à tout environnement, même si cet environnement était à 1000 lieues du sien. « J'espère que vous n'êtes pas trop dérangé par cette mise en scène, » dit Maël, en désignant le cuisinier qui dressait une assiette d'une précision chirurgicale. « Je voulais juste m'assurer que nous puissions parler sans interruption. »« C'est inattendu, » dit Emma. « Je n'ai pas l'habitude qu'on me prépare un dîner qui coûte probablement le prix de mon loyer. » Maël leva les yeux. Il y avait une étincelle de curiosité et un soupçon de respect dans son regard. Il appréciait son franc-parler. « Je suis habitué à ce que les gens tournent autour du pot, Emma. Vous allez droit au but. J'aime ça. Et ne vous inquiétez pas pour le prix. Considérez ça comme les frais de l'étude de marché. » « Une étude de marché ? » ?»« Exactement. Vous êtes une ressource précieuse. Vous gérez 4 employés, un budget serré, 2 entreprises distinctes, la maison de retraite et la supérette. Le tout sans filet de sécurité. J'aimerais savoir comment vous gérez le risque. » Emma rit, un rire court et amer. « Le risque ? Monsieur Dubois, je ne gère pas le risque. Je vis avec. Le risque, c'est de savoir si la Twingo va démarrer demain. Le risque, c'est de savoir si je vais pouvoir payer le chauffage en hiver. Quand on n'a rien, il n'y a pas de gestion du risque. Il n'y a que la survie. » Maël se pencha en avant. La tension entre eux n'était pas romantique, elle était intellectuelle. C'était le choc de 2 réalités économiques. « J'ai lu votre dossier, Emma. » Elle se raidit. « Je m'en doutais, vous ne laissez rien au hasard. »« Non. Et je sais que vous avez refusé un prêt pour la réparation de votre voiture. Je sais que vous avez 2 emplois. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, quand vous étiez au Cèdre Bleu, vous m'avez donné votre table sans rien demander en retour. C'était un luxe que vous ne pouviez pas vous permettre, étant donné l'argent que vous aviez investi dans ce dîner. » Emma regarda son assiette.
une petite œuvre d'art. Ce n'était pas un luxe, c'était une question de dignité. Mes filles avaient fini leur dessert. La mission était accomplie. Vous étiez là, debout, exposé, à la vue de tout le monde. Vous aviez l'air épuisé. Pour une fois, ma fatigue était moins importante que votre malaise. Et puis, c'était votre anniversaire. Maël resta silencieux pendant un moment. Il mâchait ses mots. Il était habitué à ce que les gens lui donnent des milliards de raisons d'agir. Elle lui donnait une raison simple, l'empathie. L'empathie est une ressource que je n'ai pas l'habitude de budgétiser, dit-il finalement. C'est une ressource gratuite, monsieur Dubois, mais souvent la plus chère à acquérir. Le dîner se poursuivit dans cette atmosphère étrange. Maël posait des questions précises sur la logistique des enfants, sur les horaires de travail, sur la difficulté de jongler avec la fatigue et les exigences de l'école. Il ne demandait pas par pitié, il demandait pour apprendre. « Vous n'avez jamais pensé à abandonner un de vos emplois ?» demanda Maël. « Et comment je paie les études de Jade ?» répondit Emma sans hésiter. « Je ne travaille pas pour l'instant. Je travaille pour l'avenir. Mes filles auront le choix que je n'ai pas eu. C'est ma seule stratégie d'entreprise. » Maël sourit, un vrai sourire qui atteignait ses yeux. « Vous êtes une PDG de fait, Emma. Vous gérez un capital humain de 4 personnes, une logistique de transport et 2 sources de revenus. C'est ça, dit-elle, sarcastiquement. Sauf que mes actionnaires me réveillent à 6 heures du matin pour me demander des tartines. » La glace était brisée. Ils passèrent au plat principal, un filet de veau délicat. Maël commença à parler de lui, mais pas de ses acquisitions. Il parla de son enfance à Bordeaux, de sa mère qui était institutrice, de la pression qu'il avait ressentie pour réussir. J'ai passé 10 ans à croire que la seule chose qui comptait, c'était le contrôle. Le contrôle des marchés, des équipes, de mon environnement. Si je pouvais tout contrôler, je serais en sécurité. Et puis j'arrive au cèdre bleu, ma seule tradition, mon seul moment de paix contrôlé, et je me fais battre par un couple d'Américains en lune de miel. Et vous avez réalisé que vous ne contrôliez rien, dit Emma. J'ai réalisé que le contrôle est une illusion. Mais le plus troublant, c'est que vous, qui n'avez aucun contrôle sur votre situation financière, vous avez une paix intérieure que je n'ai pas. Emma secoua la tête. Je n'ai pas la paix intérieure. J'ai l'habitude de la guerre. C'est différent. Maël changea de sujet, se concentrant sur un point plus pratique. J'ai demandé à mon mécanicien de ne pas seulement réparer votre Twingo, mais de la remettre à neuf. Elle est entre de bonnes mains. Mais j'ai une autre proposition. Emma se méfiait des propositions de Maël Dubois. Elles étaient toujours énormes. Laquelle? Vous avez mentionné que vous travaillez à mi-temps comme aide-soignante. C'est un travail exténuant et peu gratifiant financièrement. J'ai une fondation qui investit dans l'éducation numérique pour les jeunes lyonnais. Nous avons besoin de quelqu'un pour gérer la logistique quotidienne, la coordination avec les écoles, les transports et surtout, quelqu'un qui sait parler aux familles. Emma fronça les sourcils. Vous me proposez un poste? Je vous propose un travail à temps plein, avec un salaire qui correspond à ce que vous gagnez avec vos 2 emplois réunis. Et surtout, des horaires réguliers. Vous pourriez voir vos filles dîner. Le silence s'installa. Emma regarda le mur, le dessin de rose représentant un soleil souriant. Un emploi stable, des horaires de bureau, un salaire décent. C'était le rêve. C'était la fin de la survie. Pourquoi moi, monsieur Dubois? Vous pouvez embaucher n'importe quel diplômé de HEC. Parce que je n'ai pas besoin d'un diplômé de HEC. J'ai besoin de quelqu'un qui sait ce que c'est que de se battre pour 1 euro. J'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains. Et j'ai besoin de quelqu'un qui n'est pas impressionné par mon nom. Il y avait de l'honnêteté dans sa voix, mais Emma voyait aussi le piège. Et si j'accepte, je serai redevable. Maël posa ses couverts. Écoutez-moi bien, Emma, je ne fais pas ça par charité. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre perspective. J'ai besoin de votre sens de la réalité. Mon monde est trop aseptisé. Vous m'avez rendu un service au cèdre bleu. Je vous offre un échange équitable. Vous me donnez votre temps et votre expertise de terrain. Je vous donne la stabilité. Emma sentit son cœur battre fort. C'était une offre qui pouvait changer la trajectoire de sa famille pour toujours. Mais elle avait toujours compté sur elle-même. Dépendre d'un milliardaire, c'était terrifiant. Je ne suis pas sûr de pouvoir gérer votre monde, monsieur Dubois. Vous gérez 4 petites filles. Un emploi à l'aube et un emploi le soir, et vous gardez votre sourire. Mon monde est plus simple. Moins de larmes, plus de tableurs Excel. Il y avait une pointe d'humour. Emma sourit malgré elle. Il me faut du temps pour réfléchir. C'est trop important. Bien sûr, prenez tout le temps qu'il vous faut, mais pendant ce temps,
Votre Twingo est en train d'être ressuscité. Et si vous dites non, elle vous sera livrée la semaine prochaine, comme convenu. » Le dîner se termina sur cette note. Le traiteur disparut aussi discrètement qu'il était arrivé, laissant la cuisine impeccable. Maël se leva. Il s'approcha du salon, s'assurant que Charlotte avait tout sous contrôle. Il vit Jade, l'aînée, lire une histoire à Rose et Chloé, Lucie dormant sur le tapis. Il s'arrêta un instant, observant cette scène familiale qu'il ne connaissait que par les films. « J'ai passé une excellente soirée, Emma. C'était instructif. Moi aussi, monsieur Dubois. » Maël se tourna vers elle. « Je vous ai donné mon numéro personnel. Appelez-moi quand vous aurez pris votre décision. Et s'il vous plaît, ne vous mettez pas la pression. Ce n'est pas une urgence boursière. » Il lui serra la main. Son contact était ferme, chaud. Elle sentit la différence entre sa paume douce de PDG et la sienne, rugueuse à force de porter des fauteuils roulants. Puis, il partit. Emma resta debout, dans le silence soudain de l'appartement, seulement brisé par les murmures des filles. Elle n'était plus seulement une mère célibataire fatiguée. Elle était une ressource, une PDG de fait. Le lendemain, Maël était de retour à son bureau, mais il n'était plus le même. Il avait passé la soirée dans un F5 du 8e arrondissement et cela avait déplacé quelque chose en lui. Adam entra, le visage impassible. « Monsieur Dubois, le dîner s'est bien passé ?»« Parfaitement, Adam. J'ai fait ma proposition. Elle doit réfléchir. Et pour la Twingo ? Livraison prévue mardi prochain. Mais écoutez-moi bien, je veux que la voiture soit impeccable. Neuf, nouvelle peinture, nouveau moteur, tout. Et faites-y installer un siège auto de qualité pour Lucie. Discrètement. Bien compris, monsieur. Et pour le poste, avez-vous besoin d'un plan B ? Maël secoua la tête. Non, elle est la seule candidate. Mon intuition me dit qu'elle va accepter. Elle a besoin de cette stabilité pour ses filles. Et j'ai besoin de son point de vue. Il regarda par la fenêtre les tours de Lyon. Madame, je veux que vous fassiez une chose. Appelez le Cèdre Bleu et offrez à Louis, le maître d'hôtel, une prime de fin d'année équivalente à 6 mois de salaire. Adam leva un sourcil. Pour quelle raison, monsieur ? Pour avoir foiré ma réservation. Sans cette erreur, je n'aurais jamais rencontré Emma. C'est la meilleure erreur de logistique de ma carrière. Adam, toujours professionnel, nota l'instruction sans poser d'autres questions. Il avait appris qu'avec Maël Dubois, l'irrationalité était parfois la stratégie la plus rentable. Emma passa le week-end dans un état de flottement. Elle travaillait à la supérette, mais son esprit était ailleurs. Elle se voyait déjà dans un bureau, à gérer des budgets, à planifier des projets éducatifs. Elle voyait ses filles sans le stress constant du manque. Le dimanche soir, elle était épuisée après un long shift. Elle rentra, les pieds endoloris. Elle trouva Jade, l'aînée, en train de faire ses devoirs. « Maman, est-ce que tu as appelé le monsieur pour la voiture ?»« Oui, mon cœur, elle sera bientôt réparée. »« Et tu as pensé à ce qu'il a dit, ce nouveau travail ?» Emma fut surprise que Jade, à seulement 9 ans, ait déjà capté l'enjeu. « C'est un grand changement, Jade. J'ai peur. » Jade, avec la sagesse des enfants qui ont trop vu leurs parents se battre, posa son crayon. « Maman, tu nous as toujours dit qu'il fallait essayer les choses qui nous font peur. Si tu as moins de travail le soir, tu pourras lire des histoires plus longues. » L'argument était imparable. Emma réalisa que sa peur n'était pas pour elle-même. C'était la peur de l'inconnu, la peur de dépendre de la chance personnifiée par un milliardaire. Mais elle regarda sa vie. 2 emplois, des factures en retard, la fatigue chronique. Ce n'était pas une vie. C'était une course d'obstacles. Elle prit son téléphone. Elle n'allait pas attendre. Si Maël Dubois voulait une réponse, il l'aurait immédiatement. Il était 21 heures. Elle composa le numéro personnel. Maël décrocha à la première sonnerie. Il était en train de lire un rapport financier, mais il attendait cet appel depuis vendredi. Maël Dubois. « Bonsoir, monsieur Dubois. C'est Emma. »« Bonsoir, Emma. Avez-vous pris une décision ?»« Oui, j'accepte votre proposition. Mais j'ai une condition. » Maël sourit intérieurement. Il savait qu'elle était trop fière pour accepter sans négocier. « Je vous écoute. Je veux que vous soyez clair avec moi. Si je fais ce travail, je le fais pour mes compétences, pas parce que vous me devez quelque chose. Et si je ne suis pas à la hauteur, vous me le dites, et je m'en vais sans rancune. C'est plus que juste, Emma. Considérez que c'est un contrat de travail basé sur la performance. Bienvenue dans l'équipe. Adam vous appellera demain matin pour régler les détails administratifs. Entendu ? Merci, monsieur Dubois. Non, Emma, c'est moi qui vous remercie. Maël raccrocha, un sentiment de satisfaction rare l'envahissant. Il avait recruté la meilleure personne pour le poste,
Même si elle n'avait pas les diplômes habituels, il avait trouvé son encre de réalité. Il ne savait pas que la suite de l'histoire allait être beaucoup plus compliquée qu'une simple relation de travail. Il venait d'ouvrir la porte à une relation humaine qui allait défier toutes ses stratégies d'affaires. Le mardi suivant, la Twingo arriva. Emma était en larmes. Ce n'était pas seulement une voiture réparée, elle était neuve. La couleur était la même, mais la carrosserie luisait. L'intérieur sentait le propre et le moteur ronronnait doucement. Il y avait même, discrètement fixé à l'arrière, un siège auto flambant neuf pour Lucie. Un simple mot était glissé sous l'essuie-glace pour la sécurité de vos actionnaires. Signé M. Suédé. C'était le début de la nouvelle vie d'Emma. Elle avait démissionné de ses 2 emplois. Elle avait passé 2 jours avec Adam à signer des papiers, à ouvrir de nouveaux comptes, à recevoir une fiche de paie qui lui donnait le vertige. Elle était désormais la coordinatrice de logistique et de terrain pour la Fondation Dubois. Son premier jour au bureau fut un choc culturel. Le siège de la Fondation était dans un immeuble de verre et d'acier, à l'opposé de son 8e arrondissement. Elle portait son meilleur chemisier et son jean, se sentant terriblement sous-habillée au milieu des costumes sur mesure. Adam l'accueillit avec un professionnalisme froid. « Bienvenue, Emma. Votre bureau est là. » Son bureau était lumineux, avec une vue imprenable sur Lyon. Elle avait un ordinateur, un téléphone professionnel et une pile de dossiers sur la Fondation. « Monsieur Dubois souhaite que vous preniez le temps de vous familiariser avec les projets. Il ne sera pas là aujourd'hui. Il est à Paris pour des réunions. » Emma se sentit soulagée et un peu déçue. Elle s'assit à sa chaise, essayant de ne pas paraître trop impressionnée. Elle passa la journée à lire. Elle découvrit que la Fondation Dubois n'était pas une façade de relations publiques. Elle investissait sérieusement dans les zones défavorisées, mais avec une approche très analytique. À la fin de la journée, elle était épuisée, mais d'une fatigue différente, une fatigue mentale, pas physique. Elle avait hâte de rentrer, mais pas pour se précipiter à un 2e emploi, pour préparer le dîner de ses filles. Le lendemain, Maël était de retour. Emma était en pleine discussion avec une coordinatrice scolaire quand il apparut à la porte de son bureau. Il ne frappa pas. Il se contenta de se tenir là, imposant. « Emma, Monsieur Dubois, j'ai lu votre rapport sur les besoins du programme École numérique dans le 3e arrondissement. Vos notes sont précises. Vous avez identifié un problème de distribution que nous avions manqué. C'est simple, monsieur. Les écoles n'ont pas les fonds pour payer le transport des équipements. Il faut budgétiser le transport, pas seulement les tablettes. » Maël hocha la tête. « Le bon sens, c'est ce qui nous manquait. » Il entra, s'asseyant sur le coin de son bureau. Il ne la traitait pas comme une subordonnée. Il la traitait comme une consultante. « Je dois me rendre à une réunion d'urgence au siège de l'entreprise, mais je veux que vous m'accompagniez. » Emma le regarda, surprise. « Pourquoi ? Je travaille pour la Fondation. »« Oui, mais la Fondation fait partie du groupe, et j'ai besoin de quelqu'un qui ne parle pas le jargon financier à mes directeurs. J'ai besoin de la vérité brute. Vous êtes ma dose de réalité. » Emma hésita. Entrer dans le monde de l'entreprise cotée en bourse, c'était un niveau de pression qu'elle n'avait jamais connu. « Très bien, monsieur Dubois. Mais je vous préviens, je ne sais pas parler de marge brute. Ne vous inquiétez pas, Emma. Parlez juste de ce qui compte. » Elle prit son sac et le suivit. Ils traversèrent les couloirs de verre. Partout, les employés s'arrêtèrent de parler, fixant leur patron et la femme qu'il avait recrutée d'une manière si inhabituelle. Le bureau de Maël était au dernier étage. La salle de réunion était immense, avec une table en bois d'ébène. Autour étaient assis des hommes et des femmes en costumes sombres, les directeurs exécutifs du groupe. Emma se sentit immédiatement mal à l'aise. Elle était la seule personne dans la pièce qui n'avait pas un titre à rallonge. Maël prit la tête de la table. « Bonjour à tous. C'est une réunion rapide. Nous allons parler de la nouvelle acquisition à Berlin. Mais avant, je voudrais vous présenter Emma Durand, notre nouvelle coordinatrice pour la Fondation. » Les directeurs hochèrent la tête poliment, sans vraiment la regarder. « Emma, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer en quelques mots pourquoi la Fondation est importante pour le groupe ?» Emma sentit la pression. Elle se redressa. Elle ne parla pas de chiffres, mais de vie. « La Fondation est importante parce que sans elle, vous n'avez qu'un portefeuille d'investissement. Avec elle, vous avez un lien avec la ville. J'ai passé ma vie à travailler avec les gens qui n'ont rien. Si cette entreprise ne se soucie pas de la base, elle n'aura pas de futur. Les enfants que nous aidons aujourd'hui sont les employés que vous recruterez demain. » Elle parla avec l'autorité d'une mère, la conviction de quelqu'un qui a vu le pire de la précarité. Les directeurs étaient silencieux.
Non pas qu'ils n'aimaient pas l'idée, mais ils étaient habitués à entendre des présentations PowerPoint, pas des déclarations de mission personnelle. Maël sourit, satisfait. Merci Emma. Maintenant, parlons de Berlin. Pendant les 2 heures suivantes, Emma resta silencieuse, observant la dynamique du pouvoir, la façon dont les millions étaient jetés comme des jetons de poker. À la fin de la réunion, Maël la raccompagna à son bureau. « Qu'avez-vous pensé de Berlin ?» demanda-t-il. « Je pense que vous êtes sur le point de dépenser 2 milliards d'euros pour quelque chose que vous n'avez pas vu de vos propres yeux, monsieur Dubois. » Maël s'arrêta. « Expliquez-vous. J'ai entendu toutes les analyses, les chiffres de croissance, les projections. Personne n'a parlé des gens. Qui va travailler dans cette usine? Quelles sont les infrastructures autour? J'ai l'habitude de l'aide soignante. On ne prend pas de décision sans avoir vu le patient. » Maël la fixa. Elle avait raison. Il avait fait une analyse de données parfaite, mais il avait ignoré l'humain. « Intéressant, dit Maël. Vous venez de remettre en question 6 mois de travail de mon équipe financière avec une analogie tirée du secteur de la santé. Je suis désolé. C'est mon instinct. Ne le soyez pas. C'est pour ça que je vous ai engagé. » Maël se pencha. « J'ai une autre idée, Emma. Une idée qui pourrait être folle. Mais j'ai besoin de vous pour la réaliser. » Emma sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que son monde venait de changer. Elle n'était plus seulement une coordinatrice. Elle était sur le point de devenir la voix de la conscience de Maël Dubois. Et elle ne savait pas si elle avait envie de cette responsabilité. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Je veux que vous veniez avec moi à Berlin. Je veux que nous allions voir le site de l'acquisition ensemble. Pas en tant que PDG et employé, en tant que conseiller. Et j'aimerais avoir votre analyse du terrain avant de signer le chèque. » Emma était stupéfaite. Berlin. Un voyage d'affaires avec Maël Dubois. Elle, la mère célibataire qui n'avait pas quitté Lyon depuis des années. Et les filles? Adam est déjà en train de régler la logistique. Charlotte est disponible. Et j'ai besoin que vous soyez prête à partir après-demain. Maël ne lui laissait pas le temps de respirer. Il la poussait dans son monde, à la vitesse de la lumière. Il voulait tester la valeur de sa nouvelle ressource. Emma sentit l'adrénaline monter. C'était terrifiant et incroyablement stimulant. Elle était sur le point de passer de la gestion des couches et des devoirs à la gestion d'une acquisition de 2 milliards d'euros. « D'accord, monsieur Dubois, je serai prête. Mais si je me trompe, je vous préviens, je n'achète pas l'Allemagne. » Maël sourit. « C'est noté. Préparez-vous, Emma. Notre vol part à 8h13. » Emma regarda par la fenêtre. La vie qu'elle avait connue s'éloignait à toute vitesse, tirée par la force gravitationnelle d'un homme qui avait besoin de sa simplicité pour retrouver son chemin. Elle était sur le point de découvrir à quel point il était difficile de rester soi-même quand on est entouré de milliards. Le départ pour Berlin fut une séquence de films d'espionnage pour Emma. Elle avait l'habitude des bus de nuit et des correspondances ratées à la gare de Perrache. Là, Adam, toujours impeccable, l'attendait devant son immeuble avec une berline noire aux vitres teintées. Pas la petite 308 de remplacement, mais une voiture qui hurlait le luxe discret. « Bonsoir, Madame Durand. L'avion nous attend. »« L'avion ?» demanda Emma, serrant sa petite valise cabine. « Je pensais qu'on prenait un vol régulier. » Adam sourit d'un air qui disait « Vous parlez de Maël Dubois. » « Monsieur Dubois n'utilise pas les vols réguliers, Emma. Il perdrait 2 heures en file d'attente. Le temps, c'est de l'argent, vous savez. » Emma savait, elle savait aussi que le temps, c'était le seul luxe qu'elle n'avait jamais eu. Le trajet vers l'aéroport de Bron, où atterrissaient les jets privés, fut silencieux. Emma observait le défilé des villas qui bordèrent la route, des maisons que Maël aurait pu acheter comme des mouchoirs en papier. Elle se sentait déjà à des années-lumière de ses tartines du matin. L'avion était un spectacle. Un petit jet d'affaires, tout cuir beige et bois précieux. Il n'y avait que 2 personnes à bord. Maël, déjà installé, lisant un rapport sur une tablette, et un steward qui semblait sorti d'un catalogue de mode. Maël leva les yeux. Il avait troqué la chemise en lin pour un pull en cachemire sombre, toujours sans cravate. Il semblait plus détendu qu'au bureau, mais son regard restait vif. « Bonsoir, Emma. Bienvenue à bord. Vous avez tout ce qu'il vous faut ? Bonsoir, monsieur Dubois. Oui, j'ai l'impression d'être dans un hôtel volant. C'est le but, dit-il, rangeant sa tablette. Voulez-vous un verre ? Nous décollons dans 5 minutes. » Emma accepta un verre d'eau pétillante, refusant poliment le champagne proposé par le steward. Elle regarda par le hublot le petit monde de l'aéroport privé. Pas de foule, pas de stress, juste de l'efficacité et de la solitude. Maël remarqua son silence. « Vous êtes silencieuse. Vous pensez à vos filles ? » « Non. Enfin si.
Charlotte est formidable. Je pensais au prix de ce vol. Maëlle haussa un sourcil. C'était typique d'Emma, ramener le luxe à une équation budgétaire. C'est un outil, Emma, pas un luxe. Si je passe 2 jours de plus à Lyon au lieu de Berlin, cela coûte plus cher en opportunité que le prix du jet. C'est la différence entre nos 2 vies, Maëlle, dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois dans un contexte professionnel. Vous calculez les opportunités. Moi, je calcule les factures. Il la regarda avec une intensité qui lui fit oublier la hauteur. C'est exactement pour ça que vous êtes là. Je suis fatigué des gens qui ne calculent que les opportunités. Dites-moi quand je calcule mal. C'est votre travail maintenant. Le vol fut rapide. 2 heures plus tard, ils atterrissaient à Berlin. La logistique était sans faille. Un autre chauffeur, un autre véhicule discret, direction le quartier gouvernemental. L'hôtel était un palace moderne, tout en béton ciré et œuvres d'art conceptuelles. Emma n'avait jamais vu autant de vide et d'argent dans un seul hall. Elle fut dirigée vers sa chambre, qui n'était pas une chambre, mais une suite. Elle ouvrit la porte et resta figée. La vue donnait sur le Reichstag. Le lit était immense, recouvert d'un duvet blanc qui ressemblait à un nuage. La salle de bain était plus grande que son salon. Elle posa sa petite valise sur le tapis épais. Elle se sentait comme une intruse. C'était trop grand, trop silencieux, trop parfait. Chez elle, le bruit des filles, c'était la vie. Ici, le silence était un luxe qui sonnait creux. Quelques minutes plus tard, Maëlle frappa. Il ne voulait pas de dîner formel. Nous allons manger dans la suite. J'ai commandé un service en chambre simple. J'ai besoin de me concentrer sur le briefing de demain et j'ai besoin de votre avis sur le dossier. Il s'assit dans un fauteuil design, ouvrant un dossier massif. Il y avait des graphiques, des projections, des analyses de risque. L'entreprise est Technova, spécialisée dans l'intelligence artificielle pour l'industrie manufacturière. Le prix est élevé, 2 milliards. Les chiffres sont excellents. L'acquisition est stratégique pour consolider notre position en Europe de l'Est. Que voyez-vous? Emma prit le dossier. Elle ne comprenait rien aux termes techniques. Elle feuilleta les pages, cherchant ce qui n'y était pas. « Je vois beaucoup de bénéfices, monsieur Dubois, mais je ne vois pas d'adresse. Où est cette usine ?» Maëlle pointa une petite ligne dans le rapport. Un site industriel à la périphérie de Berlin dans une ancienne zone ouvrière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'usine qui fait la valeur. Ce sont les gens qui y travaillent. S'ils sont dans une zone isolée, c'est plus difficile pour eux. Et s'ils sont en périphérie, ils ont besoin de moyens de transport. Est-ce que ce rapport mentionne les lignes de bus ou les crèches locales? Maëlle regarda le rapport. Il n'y avait rien de tel. Son équipe financière n'aurait jamais pensé à intégrer la logistique familiale dans une évaluation de 2 milliards. Non, il n'y en a pas. Alors, votre évaluation est incomplète. Si les employés ne peuvent pas venir travailler facilement, ou s'ils ont peur pour leurs enfants, la productivité va chuter, même avec la meilleure IA du monde. Un bon PDG s'assure que la logistique de base est en place. Maëlle se redressa. C'était une critique cinglante, livrée calmement. C'est noté, demain matin, nous allons visiter le site. Et vous allez me servir de filtre humain. Le lendemain matin, le contraste était encore plus frappant. Les directeurs exécutifs allemands les attendaient, tirés à 4 épingles. Maëlle était en mode PDG, précis, rapide, impénétrable. Emma était là, en retrait, observant. La visite de l'usine fut un défilé de chiffres et de projections. Les machines étaient ultra-modernes, les locaux immenses et froids. Maëlle posait les questions habituelles. Rentabilité, investissement en R&D, délai de production. Emma, elle, posait d'autres questions. « Où est la cantine ?» demanda-t-elle à l'un des directeurs. Le directeur, un homme rigide nommé Klaus, sembla décontenancé. « La cantine ? Elle est au sous-sol. Pourquoi ? Est-ce que les employés peuvent apporter leur propre nourriture ? Est-ce que c'est bien éclairé ? S'ils passent 8 heures ici, ils ont besoin d'un moment de pause qui soit agréable. » Klaus répondit, visiblement agacé par cette intrusion dans le domaine de l'intendance. « C'est fonctionnel, madame. » Emma hocha la tête, sans insister. Elle remarqua que les murs des couloirs étaient d'un blanc stérile, sans aucun affichage, aucune trace de vie personnelle. Et surtout, elle remarqua le parking. Pendant que Maëlle discutait des brevets avec Klaus, Emma s'éloigna vers les voitures. « Vous cherchez quelque chose, Emma ?» demanda Maëlle, la rejoignant. « Oui, regardez le parking. Il est immense, réservé aux visiteurs. Mais regardez les voitures des employés. La plupart des voitures étaient vieilles, souvent mal entretenues. Et elles étaient garées loin dans un coin boueux.
Elles sont éloignées de l'entrée, dit Emma, et il y a peu de vélos. Cela veut dire que les transports en commun ne sont pas pratiques et que les gens doivent faire une longue marche pour arriver au travail. C'est un signe de désengagement. Vous déduisez l'état d'esprit d'une entreprise de 2 milliards à partir de l'emplacement des Twingo? Demanda Maël, amusé malgré lui. Exactement. Je ne connais rien aux algorithmes, mais je connais la fatigue. Si les gens commencent leur journée déjà épuisés par la logistique, ils ne donneront pas le meilleur d'eux-mêmes. La valeur de cette entreprise n'est pas dans l'IA, elle est dans le moral de ces gens. Et leur moral est à 0. Maël resta silencieux. Il regarda le parking. Il réalisa que pour la première fois depuis des années, il regardait au-delà de la ligne du bas. Il se retourna vers Klaus et les autres directeurs qui attendaient leur verdict. « Messieurs, nous allons suspendre la réunion. Emma et moi avons besoin de discuter de certains points logistiques inattendus. » Le visage de Klaus se décomposa. « Monsieur Dubois, les banquiers attendent les documents pour la signature cet après-midi. »« Ils attendront, » dit Maël, sa voix redevenue tranchante. « Je ne signe rien avant d'être sûr que nous achetons une entreprise qui fonctionne, et non pas une coquille vide avec des machines sophistiquées. » Il prit Emma par le coude, un geste purement fonctionnel, et l'entraîna vers la sortie. De retour à l'hôtel, Maël était en pleine effervescence. Il avait l'air d'un homme qui venait de découvrir un défaut majeur dans une équation qu'il croyait parfaite. « Vous avez raison, Emma. Mon équipe n'a pas pensé à l'humain. Nous avons des données sur la rotation des employés, mais nous n'avons pas la cause. Si la logistique de base n'est pas assurée, les meilleurs employés partiront. C'est ce qui se passe quand on dirige une entreprise depuis un bureau au 50e étage, dit Emma, plus audacieuse que jamais. On oublie qu'en bas, les gens ont des vies réelles, pas des graphiques Excel. Maël sourit. C'est un point de vue rafraîchissant. Que suggérez-vous? Si vous achetez cette entreprise, la première chose à faire n'est pas de changer le PDG, mais de construire une crèche et d'assurer une navette vers les transports en commun. Il faut investir dans le confort. C'est la seule façon d'acheter la loyauté. Maël se leva et se mit à marcher de long en large dans la suite. Il composait déjà mentalement les ordres à donner à son équipe. Nous allons retarder la signature. Je veux une évaluation d'impact social immédiate sur le site de Berlin. Et je veux que cette évaluation soit dirigée par vous, Emma. Emma cligna des yeux. Moi? Mais je ne parle pas allemand. Vous n'avez pas besoin de parler allemand. Vous avez besoin de parler le langage de la survie. Adam vous fournira un traducteur. Mais vous devez passer la journée sur le terrain, à parler aux employés, à évaluer les besoins réels. Vous me donnez la responsabilité d'une acquisition de 2 milliards d'euros? Je vous donne la responsabilité de vérifier que mes 2 milliards d'euros sont bien investis. Il y a une différence. Maël s'approcha d'elle. La proximité était nouvelle. Ils étaient seuls dans cette suite immense, liés par la pression de cette décision. Et Emma, je ne veux plus de Monsieur Dubois. Mon prénom suffit. D'accord, Maël. Il y eut un moment de silence, où le bruit de Berlin était un murmure lointain. Je suis désolé de vous avoir jeté dans le grand bain si vite, mais vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance pour l'instant. Vous n'avez pas d'agenda caché. Mon seul agenda, c'est de payer les études de Jade, dit Emma. C'est le meilleur des agendas. Le reste de la journée fut une immersion totale dans le monde de Maël. Emma, avec un traducteur à ses côtés, passa l'après-midi à arpenter les rues autour de l'usine Technova. Elle parlait avec des maires, des ouvriers, des petits commerçants. Elle notait les distances entre les logements et le lieu de travail, les prix des garderies privées, l'état des écoles publiques. Elle revenait à l'hôtel le soir, épuisée mais revigorée, avec un carnet plein de notes qui n'avaient rien à voir avec la finance. Maël l'attendait dans la suite, non pas dans le salon formel, mais dans la cuisine de service de la suite, qui était petite et fonctionnelle. Il était en train de préparer 2 verres de vin. « Alors, votre rapport de terrain ?» Emma posa son carnet. « C'est pire que ce que je pensais. La majorité des employés vivent à plus d'1 heure de transport, dans des zones où le coût de la vie est faible, mais où les services sont inexistants. Il ne reste que parce que le chômage est élevé dans la région. Dès qu'ils auront une meilleure option, ils partiront. Donc l'acquisition est un risque. C'est un pari sur le désespoir. Et le désespoir est une mauvaise base pour une entreprise de haute technologie. » Maël lui tendit le verre de vin. « C'est un Bordeaux, pas du champagne, je vous le promets. »« Merci. » Ils s'assirent à une petite table dans la cuisine. C'était la première fois qu'ils partageaient un moment d'intimité qui n'était pas dicté par la crise. « J'ai passé toute la journée à lire des analyses de données, » dit Maël, sirotant son vin. « Et vous, vous avez passé la journée à parler à des gens. Et vous avez trouvé la faille que mes équipes ont manquée.
Vous avez besoin de gens qui sont ancrés dans le réel, Maël. Je sais, c'est pour ça que je vous ai engagé. Mais c'est plus difficile que je ne le pensais. Il y eut un silence confortable. Emma sentit la tension de la journée se relâcher. Elle regarda Maël. Il avait l'air d'un homme qui cherchait quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. « Qu'est-ce qui vous a fait faire ça ?» demanda Emma, pointant du menton le verre de vin et la cuisine. « Pourquoi ne pas avoir annulé l'acquisition et être rentré à Lyon ? Parce que votre geste au cèdre bleu m'a rappelé que la dignité existe même quand on n'a rien. Et j'ai réalisé que je ne voulais pas acheter une entreprise qui détruit la dignité de ses employés. » Il fit une pause. « Et aussi, c'est la première fois que je m'amuse vraiment au travail depuis des années. » Emma sourit. « C'est ça, la survie. C'est épuisant, mais jamais ennuyeux. » Maël la regarda, ses yeux s'attardant sur elle plus longtemps qu'il ne l'aurait fait avec un autre employé. « Parlez-moi de vos filles, Emma. Ce n'était pas une question professionnelle. C'était une demande personnelle. » Emma parla de Jade, l'intello, de Rose, l'artiste, de Chloé, l'anxieuse qui aimait Ninon, et de Lucie, le petit tyran endormi. Elle parla des batailles pour les devoirs, des nuits sans sommeil, de la joie des petites victoires. Maël écoutait attentivement, absorbant chaque détail comme une donnée précieuse. Il n'avait jamais eu de vie familiale. Il avait toujours supposé que les enfants étaient un chaos logistique, que les gens riches payaient pour gérer. « Vous avez une vie pleine, Emma. »« Oui, et elle coûte cher. Je peux vous aider à gérer la partie coûteuse, dit Maël. Mais vous m'aidez à gérer la partie vide. » Leur dîner en tête-à-tête dans la cuisine de la suite de Berlin fut la véritable négociation de leur relation. Ils établissaient une frontière floue entre l'employé et le conseiller de vie. Le lendemain, Maël prit une décision radicale. Il informa les directeurs allemands qu'il retardait l'acquisition de 3 mois. Klaus, le directeur, était furieux. « Mais monsieur Dubois, le marché, les concurrents. »« Le marché peut attendre, Klaus. Je ne paierai pas 2 milliards pour une entreprise dont les employés travaillent dans la boue. J'ai un nouveau plan d'investissement social. Nous allons construire la crèche, la navette et rénover la cantine. Une fois que le moral sera rétabli, nous finaliserons l'acquisition. » Il regarda Emma. Emma sera responsable de l'exécution de ce plan social. Elle est mon représentant sur le terrain. Emma sentit le poids de cette responsabilité. Elle était passée d'aide-soignante à directrice d'investissement social international en moins d'1 semaine. Klaus, le directeur, ne put s'empêcher de protester. Mais elle n'a aucune expérience en gestion de projets industriels. Elle a 4 enfants, Klaus, et elle a réussi à les amener dîner dans un restaurant gastronomique. Croyez-moi, elle sait gérer la logistique et les budgets serrés. Maël avait confiance en elle. Une confiance aveugle, basée sur une simple observation de dignité. Le reste de la journée fut consacré à la planification. Emma était étonnamment douée. Elle était habituée à faire beaucoup avec peu. Elle savait prioriser les urgences réelles. Elle coupait court au jargon technique et demandait des solutions pratiques. « Combien coûterait une navette vers la gare principale ?» demanda-t-elle. « Environ 200 000 € par an, » estima l'un des consultants. « Et combien coûte la perte de productivité due à la fatigue des employés ?» demanda Emma. Le consultant n'avait pas ce chiffre. « Exactement, » dit Maël. « Emma, vous allez budgétiser le confort. C'est un nouvel indicateur de performance. » Le retour à Lyon fut aussi rapide que l'aller. Emma était épuisée mais remplie d'une nouvelle énergie. Elle avait géré des millions et elle avait réussi. En sortant du jet, Maël s'adressa à Adam qui les attendait. « Adam, j'ai une nouvelle mission pour vous. Vous allez transférer 1 million d'euros de mon compte personnel à la fondation, avec pour instruction qu'Emma ait un budget sans restriction pour le projet social de Berlin. »« 1 million, monsieur? Pour la logistique humaine? »« Oui. Et Adam, trouvez-moi un appartement, un grand. » Emma se figea. « Maël, je vous arrête tout de suite. Je n'ai pas besoin d'un appartement. J'ai un logement. »« Je sais, Emma, mais je n'ai pas besoin d'un appartement. Et j'en ai marre de cet hôtel impersonnel. Je veux que vous me trouviez un appartement plus humain. » Il sourit. « Je ne vous le donne pas. Je veux que vous le trouviez pour moi. Un endroit où je peux m'ancrer. Quelque chose qui ressemble à un foyer, avec des murs couverts de dessins d'enfants, si possible. » Emma était déconcertée. Il ne cherchait pas à l'acheter, il cherchait à acheter son mode de vie. « Vous voulez que je sois votre décoratrice intérieure? Je veux que vous soyez ma consultante en réalité domestique. Trouvez-moi un lieu qui n'est pas stérile. Et j'aimerais que vous y ajoutiez une touche de vie. » Maël la regarda dans les yeux. « Vous m'avez dit que je devais faire un vœu qui ne s'achète pas. Mon vœu, c'est de ne plus être seule dans le silence. » Emma sentit son cœur se serrer. Elle voyait la solitude derrière la richesse. « D'accord, Maël, je vais chercher. »
Mais je ne vous garantis pas les dessins d'enfants. On peut toujours faire venir les vôtres pour une exposition temporaire, plaisanta Maël. Il l'accompagna jusqu'à la petite 308 de remplacement, qui l'attendait. Reposez-vous, Emma. Et merci. Vous avez sauvé 2 milliards d'euros et peut-être une partie de mon âme. Emma rentra chez elle, retrouvant l'agitation et le bruit. Lucie lui sauta au cou. Chloé lui demanda immédiatement si elle avait vu des avions. Jade lui demanda si l'entreprise allemande était méchante. L'entreprise n'est pas méchante, mon cœur. Elle est juste mal organisée. Le chaos de son appartement n'avait jamais été aussi réconfortant, mais elle avait changé. Elle avait une nouvelle assurance. Elle avait la confiance d'un milliardaire. Le lendemain, elle commença sa nouvelle mission, trouver un foyer pour Maël Dubois. Elle avait accès à des agents immobiliers de luxe, à des budgets illimités. Mais elle ne cherchait pas le luxe, elle cherchait le réel. Elle trouva un ancien appartement d'artiste dans le 6e arrondissement. Grand, lumineux, mais avec des défauts. Un parquet grinçant, une vieille cheminée et une vue sur une rue animée, pas sur le Rhône. C'était imparfait, c'était humain. Elle organisa la première visite avec Maël. Il arriva accompagné d'Adam. « C'est ça ?» demanda Maël, regardant le parquet usé. « Il y a des traces de peinture partout. »« Oui, c'est un lieu où l'on a créé des choses. Et vous entendez le bruit? C'est la vie. Ce n'est pas un bunker. » Maël sourit. « Je le prends. » Adam était sidéré. « Monsieur, il n'y a même pas de système domotique intégré. Nous allons l'installer, Adam. Mais nous allons le faire en respectant l'âme de l'endroit. » Maël se tourna vers Emma. « Maintenant, la deuxième partie de votre mission, Emma. Je veux que vous me meubliez cet endroit. Pas avec des designers italiens. Avec des choses qui racontent une histoire. Des choses que vous aimeriez avoir chez vous si vous en aviez les moyens. » Emma comprit. Il ne voulait pas de la perfection froide de son penthouse. Il voulait la chaleur. Et qu'est-ce qui raconte une histoire, Maël? La vôtre, peut-être. Je veux un endroit où je peux respirer. Emma accepta. C'était un nouveau niveau d'absurdité. Elle, qui cherchait des meubles d'occasion sur le Bon Coin, allait meubler le nouvel appartement d'un milliardaire. Pendant les semaines qui suivirent, leur relation se développa dans un équilibre précaire. Professionnellement, Emma était indispensable. Elle gérait le projet social de Berlin à distance, avec une efficacité redoutable. Maël lui faisait confiance aveuglément. Personnellement, ils se voyaient souvent, discutant des choix de meubles, des couleurs, des tissus. Maël, l'homme qui dirigeait des empires, passait des heures à choisir un canapé confortable pour lire. Un soir, Maël l'appela après 22 heures. « Emma, je suis désolé de vous déranger si tard, mais j'ai une question cruciale. »« Oui, Maël? C'est pour la cuisine? »« Non, c'est pour une poupée. » Emma fut surprise. La poupée Ninon. Non, une autre. J'ai vu Chloé jouer avec une petite poupée en bois l'autre jour quand j'ai déposé des documents à votre appartement. Je voudrais en offrir une à la fille d'un de mes directeurs à Berlin. Je ne sais pas où les acheter. Emma rit doucement. C'est un jouet d'artisan, Maël. Vous ne le trouverez pas sur Amazon. C'est dans une petite boutique de la Croix-Rousse. Pourriez-vous y aller pour moi demain? Bien sûr. Mais pourquoi cette poupée? Parce qu'elle a l'air d'avoir été faite avec amour. C'est la seule chose qui me vient à l'esprit que je ne peux pas acheter facilement. Emma raccrocha, le cœur léger. Maël Dubois était en train d'essayer d'apprendre à être humain, et il utilisait sa vie comme un manuel. Mais Emma savait que cette proximité était dangereuse. Maël était son employeur, son sauveur financier. Mais il était aussi un homme incroyablement seul, dont elle était la seule fenêtre sur la normalité. Et plus il cherchait à se rapprocher de sa réalité, plus elle craignait que l'attraction gravitationnelle de son monde ne finisse par l'écraser. Elle avait une nouvelle voiture, un bon salaire et la sécurité. Mais elle était en train de perdre la simplicité de sa propre vie. Elle regarda le numéro de Maël, enregistré dans son téléphone. Ce n'était plus le numéro du milliardaire. C'était le numéro de l'homme qui lui demandait de l'aide pour acheter une poupée en bois. Et elle ne savait plus si elle était son employée, sa consultante ou son amie. Leur relation était un équilibre instable. Et Maël, l'homme qui prenait des risques calculés, était sur le point de prendre le risque le plus imprudent de sa vie, un risque qui n'avait rien à voir avec les actions boursières. Le jour où Emma installa les dernières touches dans le nouvel appartement de Maël, elle plaça une petite plante grasse sur le rebord de la fenêtre, un simple geste de vie. Maël arriva. Il regarda l'appartement, maintenant chaleureux et non stérile. « C'est parfait, Emma. C'est la première fois que j'ai envie de rester chez moi. »
Il se tourna vers elle, son regard plus doux qu'à l'habitude. « Et maintenant que mon foyer est prêt, j'aimerais vous demander quelque chose d'autre, quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail. » Emma sentit son cœur manquer un battement. Elle savait ce qui allait arriver et elle ne savait pas si elle était prête à franchir la ligne que Maël s'apprêtait à effacer. « Qu'est-ce que c'est, Maël ? Je voudrais rencontrer vos filles. Je voudrais que vous veniez dîner ici, en famille. Je veux voir ce à quoi ressemble la vie normale, sans les chiffres. » Emma hésita. Introduire Maël dans la vie de ses filles, c'était ouvrir un nouveau chapitre. C'était lui donner accès à son cœur. Pourquoi Maël ? Parce que vous êtes la chose la plus réelle qui me soit arrivée depuis 10 ans. Et je crois que vos filles sont la source de cette réalité. Je veux comprendre la source. Il ne la pressa pas. Il attendit. Emma regarda l'appartement. Elle était passée de lui donner une table à lui donner un foyer. Ce qui venait ensuite, elle n'en avait aucune idée. « D'accord, Maël, vendredi soir. Mais ce sera des crêpes. Et ce sera le chaos. » Maël sourit, un sourire triomphant. « J'ai hâte du chaos. Vendredi soir. » Le nouveau chaos de Maël Dubois. Emma était arrivée avec les 4 filles, toutes excitées par le grand appartement. Charlotte, la nounou, était là pour gérer la logistique. Les filles étaient fascinées par l'espace. Jade examinait la bibliothèque. Rose dessinait sur le sol avec des craies, un risque qu'Emma avait pris et que Maël avait accepté. Chloé, bien sûr, était accrochée à Ninon. Maël, lui, était perdu. Il était habitué à des réunions de conseil, pas à des cris de joie. Il s'agenouilla devant Lucie, qui le regardait avec suspicion. « Bonjour, Lucie. Je suis Maël. » Lucie le fixa, puis pointa la poupée Ninon. « C'est à moi. Je sais. Je l'ai gardée en sécurité pour toi. » Lucie sembla satisfaite de la réponse. Le dîner fut effectivement chaotique. Maël n'avait jamais mangé de crêpes salées et sucrées dans un tel vacarme. Il posait des questions aux filles sur l'école, sur leurs rêves, sur leurs poupées. Il était maladroit mais sincère. Emma l'observait. Il n'essayait pas de les impressionner. Il essayait juste d'apprendre à être un homme normal. À la fin du repas, Maël avait une tache de confiture sur son pull en cachemire. Il riait. Un rire bruyant, libéré. « C'est ça la vie, Emma ?»« Oui, Maël, c'est ça. Et ça coûte beaucoup moins cher qu'un jet privé. Mais ça demande beaucoup plus d'énergie. » Quand les filles furent au lit, Maël et Emma se retrouvèrent seuls, buvant un thé dans le salon. Le silence était revenu, mais c'était un silence rempli par l'écho des rires des enfants. « Merci, Emma. C'était le meilleur anniversaire que je n'ai jamais eu, même si c'était en retard. Ce n'était pas votre anniversaire. »« Non, mais c'était mon cadeau. » Maël se pencha. Il ne parla pas de travail ni d'argent. Il ne parla pas de travail ni d'argent. Il se contenta de la regarder. Le sourire disparut, remplacé par une gravité qui lui était propre. « Emma, ce que j'ai compris en vous observant, vous et vos filles, c'est que le plus grand risque de ma vie n'était pas boursier. C'était de continuer à vivre dans une bulle stérile. Vous avez brisé cette bulle. » Il se pencha légèrement, la distance entre eux se réduisant. « Je ne vous ai pas engagé pour gérer un projet social. Je vous ai engagé parce que j'avais besoin de la vérité que vous portez. Et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Je ne veux plus de ce silence quand je rentre. » Il balaya la pièce du regard, qui, malgré les meubles neufs et chaleureux, restait immense pour un seul homme. « Je veux que cet endroit soit votre foyer, Emma. Le foyer de vos filles. Je veux que vous soyez ancrés ici. Je ne parle pas de me marier, je ne suis pas un homme de conte de fées. Je parle d'un partenariat. Je veux que l'on construise quelque chose qui n'a rien à voir avec mes entreprises. Une vie. » Emma sentit une vague de chaleur et de peur monter en elle. C'était l'offre la plus généreuse et la plus terrifiante qu'elle ait jamais reçue. Elle ne serait plus jamais seule, mais elle serait à jamais liée à l'homme le plus imprévisible de Lyon. « Maël, vous ne pouvez pas acheter une vie. Je ne l'achète pas. Je la construis avec les briques que vous m'avez montrées. Je peux vous offrir la sécurité dont vous avez besoin pour vos filles. Et vous m'offrez la raison pour laquelle je devrais me lever le matin. » L'échange est équitable, Emma. Il y eut un long silence. Elle regarda la porte du fond, derrière laquelle ses filles dormaient en sécurité. La survie était terminée. La vie commençait. Et si un jour vous vous lassez de la réalité, Maël, si vous trouvez un nouveau jouet, vous êtes la seule chose que je n'ai pas pu acquérir par un chèque. Vous êtes arrivé par erreur, par chance, et vous m'avez donné le seul luxe qui m'importait, le chaos ordonné. Je ne me lasserai jamais du chaos. Je le gérais mal, c'est tout. Il lui prit la main. Le contact était doux mais ferme. « Restez, Emma. Venez vivre ici. Non pas comme une employée, mais comme... »
la gardienne de ma conscience, et la mère de mes actionnaires préférés. Emma sourit, les larmes aux yeux. Elle savait qu'elle ne pouvait pas refuser. Elle avait besoin de cette encre pour ses filles. Et, étrangement, elle avait besoin d'être l'encre de cet homme immense et perdu. « Très bien, Maëlle Dubois, je reste. Mais je vous préviens, je ne sais pas faire la cuisine française moderne. Ce sera souvent des crêpes. »« J'ai hâte, » dit Maëlle. Il se pencha, cette fois sans hésitation, et déposa un baiser léger sur son front, un baiser de promesse et de reconnaissance. Leur histoire avait commencé par une table refusée, et elle se poursuivait dans un foyer partagé, preuve que parfois, la gentillesse la plus simple peut déplacer des montagnes de milliards. Emma avait trouvé la stabilité. Maëlle avait trouvé la réalité. Et tout Lyon allait bientôt découvrir que le milliardaire le plus secret avait finalement ouvert la porte de sa vie à une femme qui n'avait rien à offrir, sauf tout. Et voilà, la mère célibataire et le milliardaire, le conte de fées, n'est-ce pas? Sauf que la réalité, mes amis, elle est toujours un peu plus tordue. Regardez bien cette histoire. Maëlle Dubois a l'argent. Il a le pouvoir. Il a déplacé des montagnes, pas pour la charité, mais parce qu'il voulait un nouveau jouet, une nouvelle conseillère de vie. Emma, elle a gagné la sécurité, oui, mais à quel prix? Elle est passée de la survie à la dépendance. Réfléchissez à la fragilité de la confiance. Ma chérie, après tout ça, pourrais-tu dormir tranquille à ses côtés? Moi, je trouve ça impossible.